ou quoi, ça va? Bien, wesh. Faut que je te montre une nouvelle figure que j'ai inventée. Oh, trop bien, montre. Alors? Trop stylé, trop frère, trop frisqué. Comment tu fais ça? C'est facile, tu transformes ton énergie cinétique en énergie potentielle, et vice versa. Ah non, j'ai rien compris là. Mais c'est normal, gars, arrête pas de dormir en cours de physique. Eh monsieur, l'énergie cinétique, c'est l'énergie de vitesse, c'est ça? Oui, c'est bien! L'énergie cinétique, EC égale 1/2 de mv carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur, qui est liée à l'énergie de position, c'est mgz. Ouais, bon, c'est surtout beaucoup d'entraînement. Beaucoup de travail de force. Ouais. J'y crois pas, t'as vraiment rien écouté en cours. Le travail d'une force représente le premier mode de transfert d'énergie appréhendé par les physiciens. Alors, vous vous demandez sûrement à quoi il correspond ce travail? Eh bien, le travail d'une force représente l'énergie transmise au système via le déplacement du point d'application de cette force. Pour un déplacement AB, on le note W indice AB de la force F. C'est une énergie. Il est donc exprimé en joules, de symbole J. Quelle est l'expression du travail? Pour une force constante, le travail de la force F sur le déplacement AB est égal à F scalaire AB. Ce qui donne F fois AB fois cosinus θ, θ étant l'angle entre F et le vecteur AB. On peut démontrer que le travail d'une force constante est indépendant du chemin suivi pour aller de A à B. On parle alors de force conservative. Voyons ça sur un exemple. Ça, c'est un déplacement suivant le segment AB. Je vais prendre un autre chemin pour aller de A à B, et puis un troisième. Quel que soit le chemin suivi, on aura toujours F fois AB fois cosinus θ pour une force constante. Alors maintenant, à vous de travailler. Bon, maintenant, on va faire des exemples. Qui veut venir au tableau? Moi, monsieur. Allez, viens. Bon, premier exo, trop facile, une balle en chute libre entre A et B. Au cours de son déplacement, la balle est soumise à une seule force, qui est son poids. Calculons le travail du poids entre A et B. Ce travail est égal à P fois AB fois cosinus θ, θ étant l'angle entre AB et P. Cet angle vaut 0 degré, donc son cosinus est égal à 1. Ainsi, le travail du poids est égal à P fois AB, c'est-à-dire 0,058 kg, multiplié par 9,8 m²-2, qui est l'intensité de la pesanteur, multiplié par 1,5 m, ce qui fait 0,85 joules. Le travail du poids est positif, donc le poids favorise le déplacement, on dit que le travail du poids est moteur. Un autre exo encore plus facile, une fusée au décollage. Ariane 5 pèse 780 tonnes. Calculons le travail du poids sur les 100 premiers mètres d'ascension. Le travail du poids, ici, est égal au poids multiplié par la distance AB multiplié par le cosinus de θ. θ est l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. Cet angle vaut ici 180 degrés. Or, le cosinus de 180 degrés vaut moins 1. Ainsi, le travail du poids est égal à moins P fois AB. Après calcul, on se retrouve avec un travail du poids qui vaut moins 7,6 10 puissance 8 joules. Alors maintenant, le travail du poids est négatif, le poids s'oppose au déplacement, on dit que le travail du poids est résistant. Bon, super. Allez, le cours est terminé. Tu peux retourner à ta place. À demain. Ah, je suis trop Ah, je suis vanné là, j'ai trop taffé aujourd'hui. Y a quelque chose à faire pour demain? Bah ouais, les quiz 2 et 3. Oh! Eh gros, tu vas quand même pas m'embrouiller en me disant que t'as progressé en skate grâce au cours de physique. Arrête de me traiter de gros, c'est justement grâce à mon pote que j'emmagasine autant d'énergie. Ça y est, il est reparti. Bon, je t'explique. Prenons une masse M qui est à l'altitude ZA. Et elle se déplace jusqu'à un point B d'altitude ZB. Quel est le travail de son poids?
comme on l'a vu tout à l'heure, le travail de son poids, c'est le vecteur P scalaire vecteur AB, c'est-à-dire mg scalaire AB. Or, les coordonnées du vecteur G sont 0 moins G, et les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa et zb moins za. Donc, le travail du poids, si tu te souviens du produit scalaire, c'est moins mg zb moins za. Or, l'énergie potentielle de pesanteur est définie pour une masse qui est à l'altitude z par EP en z égale mgz. Donc, on peut montrer que le travail du poids est en fait la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi? Parce que le travail du poids moins mgzb moins za, c'est donc égal à moins mgzb plus mgza, c'est-à-dire moins l'énergie potentielle en zb plus l'énergie potentielle en za, c'est-à-dire l'opposé de la variation d'énergie potentielle entre A et B. Regarde, ça c'était moi avant que je customise mon skate. Toute mon énergie potentielle finissait par se dissiper en chaleur à cause de ces satanés frottements. Et là c'est moi avec mes nouveaux roulements sans frottement. Toute mon énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Ok, je développe. Prenons l'exemple du skater qui est sans frottement. Le skater est soumis à deux forces. La première, c'est le poids, et la deuxième, c'est la réaction du support. La réaction du support, elle ne travaille pas. Pourquoi elle ne travaille pas? Parce qu'elle est perpendiculaire au déplacement du skater. C'est-à-dire que donc, le travail de la réaction du support est égal à 0. Lui, le poids travaille. C'est même grâce à ce poids que le skater va acquérir de l'énergie potentielle quand il va monter et qu'il va perdre de l'énergie potentielle quand il va descendre. On peut donc écrire que le travail du poids, c'est l'opposé de la variation d'énergie potentielle. On a vu aussi tout à l'heure que quand le skater descend, perd de la hauteur, son énergie potentielle diminue et son énergie cinétique augmente. Et inversement, quand le skater monte en altitude, son énergie potentielle augmente et son énergie cinétique diminue. On peut donc écrire que la variation d'énergie potentielle est égale à l'opposé de la variation d'énergie cinétique. C'est-à-dire, écrit autrement, que delta EC plus delta EP est égal à 0. Or, l'énergie mécanique étant égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, on peut donc écrire que la variation d'énergie mécanique, delta EM, est égale à 0. Conclusion, quand il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique d'un système se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante au cours du temps. Considérons maintenant le cas avec frottement. Le skater est toujours soumis à son poids, à la réaction du support, mais aussi à une troisième force qui est la force de frottement, force opposée au sens du mouvement. Le travail de la réaction du support est toujours nul pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Le travail du poids est non nul et on sait qu'il est égal à moins la variation d'énergie potentielle. Quant au travail des forces de frottement, il est négatif. Pourquoi est-il négatif? Car les forces de frottement sont des forces qui s'opposent au mouvement et donc leur travail est résistant. Tout à l'heure, nous avons vu que la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle était égale à 0. Cette fois-ci, elle n'est pas égale à 0. Elle est égale au travail des forces de frottement. Travail qui est négatif. Ainsi, la variation d'énergie mécanique du système est négative, c'est-à-dire que le travail des forces de frottement représente la diminution d'énergie mécanique du système. Conclusion, quand il y a des frottements, l'énergie mécanique d'un système diminue irrémédiablement au cours du temps. Ok, j'ai compris. Allez, je me lance. Oh, elle était belle celle-là. Fallait écouter en cours de physique.